Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Sénat 360. Tout de suite, voici les titres. Séance de questions d'actualité au gouvernement cet après-midi au Sénat. Vous pourrez évidemment les suivre en direct à nos côtés. Au programme, réduction budgétaire dans les ministères, système d'admission post-bac ou encore le bilan de la conférence des territoires. Au lendemain de la démission du chef d'état-major des armées, Emmanuel Macron est au chevet des militaires à Istres dans les Bouches-du-Rhône. Le chef de l'État réaffirme son soutien aux armées et promet un effort budgétaire conséquent dans les prochaines années. Les associations de défense des droits des femmes seront-elles aussi victimes des économies budgétaires ? La secrétaire d'État Marlène Schiappa affirme que les subventions seront maintenues. Nous l'entendrons dans ce journal. Et vous pouvez réagir à nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour nous accompagner cet après-midi, Tam Tranui dans les tribunes de l'hémicycle et Mickaël Zamès en salle des conférences du Sénat. Le multiplex, c'est tout de suite. Et justement, on rejoint tout de suite Mickaël Zamès en salle des conférences. Mickaël, vous êtes avec David Racheline, le sénateur Front National du Var. Oui, on va commencer par cette question d'actualité car Emmanuel Macron a terminé il y a peu de temps son discours sur la base de Fréjus. Il a annoncé que le budget des armées serait porté à 34 milliards d'euros pour 2018. Est-ce que vous avez le sentiment d'une forme de rattrapage ? Vous savez, les promesses n'engagent que ceux à qui elles sont faites. Et donc, par conséquent, la réalité, pour cette année en tout cas, c'est que des économies vont être faites sur le dos de la défense, sur le dos de l'armée, aussi d'ailleurs sur le dos des collectivités territoriales. Bref, là où on n'aurait pas dû faire en réalité d'économies. Et je crois que ce sont de très mauvais choix, en effet. Est-ce que vous avez le sentiment, avec la passe d'armes qui a eu lieu après la démission du général de Villiers, qu'il y a un problème aujourd'hui entre l'armée et le président de la République, même si on a voulu tourner la page, me semble-t-il, aujourd'hui ? Ce qui est sûr, c'est qu'on a humilié l'ancien chef d'état-major. Humilié. Et on n'aurait pas dû le faire parce qu'il a été au service de notre pays pendant des années, qu'il a été bon à son poste. Et donc, par conséquent, je crois que oui, il y a un fossé qui s'est creusé entre le président de la République et les armées. À charge pour lui maintenant d'essayer de rattraper le coup, mais avec les exigences qui sont celles aujourd'hui de l'Union européenne, en particulier dans le domaine budgétaire, je crains qu'il ne puisse pas faire grand-chose. On va parler un petit peu de votre parti, le Front National. Séminaire ce week-end important, visiblement, car on va parler de l'après-présidentiel. Est-ce que c'est le procès de Marine Le Pen qui va avoir lieu ? Non, je crois pas. Je crois que l'objectif pour Marine, c'est de voir ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Voir ce qui a été efficace, ce qui ne l'a pas été. Comment être encore plus performant. Nous avons réalisé 11 millions de voix, c'est-à-dire un score que nous n'avions jamais atteint par le passé. On lui doit à elle ça. Et donc, c'est à mettre à son crédit. Comment faire pour qu'elle soit encore plus rassembleuse, que nous puissions aller encore plus large ? Si vous le permettez, si ce n'est pas le procès de Marine Le Pen, c'est le procès de qui ? De Florian Philippot. On sait très bien qu'il est sur la sellette depuis ces derniers temps. Oh, ce serait simple si certains envisageaient de s'attaquer à lui. Je pense que ce serait trop simple de s'attaquer à tel ou tel pour envisager... Finalement s'en prendre à Marine Le Pen. Pour finalement d'abord s'en prendre à Marine Le Pen, mais surtout pour imaginer que tel ou tel serait responsable de notre échec. Parce qu'il s'agit tout de même d'un échec. Nous aurions évidemment préféré gagner. Alors, l'idée pour nous, encore une fois, c'est de travailler et de nous moderniser et de nous rendre encore plus efficaces. Est-ce qu'on parle d'un changement de nom pour le parti ? Est-ce que ça sera quelque chose qui sera mis sur la table ce week-end ? Ce week-end et après, parce que Marine a l'intention de consulter nos adhérents, de les solliciter pour savoir ce qu'ils pensent de nos orientations politiques, comment perfectionner nos arguments et aussi de faire en sorte que nous soyons plus performants en termes d'organisation et pourquoi pas changer le nom. En tout cas, moi j'en suis le partisan, oui, je pense qu'il faut créer une nouvelle formation politique, une nouvelle force politique populaire qui doit prendre un autre nom, oui. Vous avez déjà une idée en tête pour un nom ? Non, j'ai pas d'idée en tête et Marine sollicitera les adhérents encore une fois. Question plus personnelle, avez-vous fait votre choix entre la mairie de Fréjus, dont vous êtes le maire aujourd'hui bien évidemment, et votre siège au Sénat aujourd'hui ? Oh, franchement, c'est un choix déchirant à faire parce que le mandat de sénateur est absolument passionnant, le mandat de maire aussi. C'est une loi d'ailleurs imbécile, il faut le dire, ce qui est du non-cumul en particulier pour les sénateurs, qui sont les représentants des collectivités territoriales. Mais en ce qui me concerne, je pense que je choisirais, oui, la ville de Fréjus. Ça y est, votre choix est fait ? Oui, sauf coup de théâtre. Coup de théâtre qui pourrait être ? Non, on ne sait jamais. Bon. Mais enfin, a priori, oui, je devrais rester le maire de la ville de Fréjus. Merci beaucoup. Merci David Racheline d'avoir répondu à nos questions et donc d'avoir fait ce choix en direct sur l'antenne de Public Sénat. Merci beaucoup, Mickaël.
Après la démission fracassante du chef d'état-major des armées Pierre de Villiers, Emmanuel Macron est en mission réconciliation sur une base militaire à Istres dans les Bouches-du-Rhône. Le chef de l'État, accompagné de la ministre Florence Parly et du nouveau chef d'état-major François Lecointre, il a réitéré son engagement d'augmenter les budgets des armées dès l'an prochain. Le seul budget épargné par les efforts financiers, a précisé le chef de l'État. Démission du chef d'état-major des armées, on vient d'en parler, coupe budgétaire au ministère cette année et maintenant un rapport sénatorial qui pointe un patrimoine immobilier de la défense en piteux état. Le détail de ce rapport vous est présenté par Julie Hulin. C'est l'un des plus gros patrimoines immobiliers de France, celui de l'armée, 275 000 hectares, estimé à plus de 16 milliards d'euros. Une richesse qui serait dans un état catastrophique selon un rapport de la Commission des finances du Sénat. Dominique Delège évoque des casernes proches de l'insalubrité. Ce que je constate, c'est que l'immobilier du quotidien n'est pas entretenu. On a privilégié l'opérationnel et je peux le concevoir. On a été au plus vite. Mais si je prends la base de Toulon, par exemple, aujourd'hui, le budget de l'armée supporte 3 millions de factures d'eau, dont 2 sont liées à des fuites d'eau parce qu'on n'est pas en état de réparer le réseau d'eau. Des infrastructures devenues une variable d'ajustement budgétaire et une loi de programmation militaire qui ne correspond plus aux besoins. Depuis les attentats de novembre 2015, les effectifs ont beaucoup moins diminué que prévu. Le rapporteur en appelle à de véritables choix. Il y a urgence, soit à dire clairement que l'on réduit le contrat opérationnel de nos armées, c'est-à-dire que l'on accepte d'être moins présent et qu'on sollicite moins nos militaires, ou alors on leur donne les moyens des missions qu'on leur confie. Mais on ne peut plus continuer à leur demander de faire plus avec moins. Selon la Commission des finances, les besoins du budget patrimoine des armées sont estimés à 2,5 milliards d'euros. Un élément de plus dans le casse-tête budgétaire qui attend le gouvernement. Le budget des droits des femmes va-t-il lui aussi être victime des coupes budgétaires? C'est l'inquiétude des associations qui luttent notamment contre les violences faites aux femmes. La secrétaire d'État Marlène Schiappa était auditionnée ce matin au Sénat. Flora Sauvage a suivi pour nous cette audition. Après la fronde des associations féministes, Marlène Schiappa tente de rassurer. Lors de son audition devant la délégation aux droits des femmes du Sénat ce matin, la secrétaire d'État affirme que les économies prévues n'affecteront pas les associations, malgré une baisse qui pourrait s'élever à 25% de son budget selon un projet de décret. Les chiffres qui sont sortis ne sont pas des chiffres qui viennent de mon secrétariat d'État. C'est un budget qui est en cours d'arbitrage. La seule chose que je peux vous confirmer, c'est qu'il n'y aura aucune baisse de subventions pour les associations qui luttent contre les violences sexistes et sexuelles. Aucune baisse de subventions de la part du secrétariat d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes. Une annonce accueillie favorablement par la présidente de la délégation aux droits des femmes du Sénat, mais elle reste vigilante. On pourrait pas mener une politique en faveur des femmes sans les associations. Donc ce serait tellement se tirer une balle dans le pied que de réduire leur budget. Pour moi, c'est juste politiquement impossible. Je pense qu'il faut faire attention. Quand on dit c'est une priorité, il faut le prouver, il faut le montrer. Il y a des gages. Et c'est vrai que je m'inquiète beaucoup de cette baisse de budget. Alors, réponse, les associations ont toutes les mêmes subventions. Je ne sais pas comment on fait quand vous avez moins pour que les subventions soient les mêmes. De l'aveu de Marlène Schiappa, une baisse de budget est inévitable, mais elle tente de minimiser ces coupes tout en soulignant que la dimension interministérielle de son secrétariat d'État permettra à d'autres ministères de financer ses propres actions. Le ministère de la Justice a lui aussi été victime des coupes budgétaires du gouvernement pour boucler l'année 2017 à hauteur de 160 millions d'euros. Le Sénat s'est penché sur le redressement de la justice à travers une mission d'information. Son rapporteur, le président de la commission des lois, Philippe Bas, annonce aujourd'hui qu'il dépose 2 propositions de loi en ce sens. Les explications de Cécile Sixou. Une surpopulation carcérale, des centaines de postes de magistrats et de greffiers non pourvus, des délais de jugement très longs. La justice va mal et il faut la réformer. Philippe Bas, président de la commission des lois, veut aller vite. Il profite de ce début de quinquennat pour déposer 2 propositions de loi issues des travaux d'une mission d'information sur le redressement de la justice. Il faut faire vite parce qu'il ne faut pas rater le train
du budget 2018. Nous sommes dans une situation où nous risquons de prendre du retard. Une année de perdu, c'est 20% du chemin qui ne sera pas fait. Premier objectif de la proposition, redonner des moyens à la justice en augmentant de 5% par an son budget, mais aussi le nombre de postes de près de 10 000. Le texte propose également de simplifier les procédures en regroupant par exemple les tribunaux d'instance et de grande instance en tribunal unique, en renforçant la conciliation ou encore en proposant le suivi socio-judiciaire des personnes condamnées. Philippe Bas espère bien bouleverser le calendrier législatif pour que sa proposition de loi soit adoptée avant 2018. Et on part maintenant rejoindre Tam Tranui dans les tribunes de l'hémicycle. Tam, une séance de questions d'actualité chargée cet après-midi au Sénat. Et oui, et parmi les temps forts de cet après-midi, tout d'abord, il va y avoir plusieurs questions sur la crise historique qui a donc frappé les armées après la démission hier de l'ex-chef d'état-major, le général Pierre de Villiers. Alors, la droite va décliner cette thématique avec deux questions. L'une portant sur la démission à proprement parler du général Pierre de Villiers posée par le sénateur Cédric Perrin. Il y aura également une question sur le problème des départs, c'est-à-dire le budget du ministère de la Défense, une question qui sera posée par le sénateur Dominique Delège à l'origine du rapport que l'on a évoqué tout à l'heure sur l'immobilier du ministère de la Défense. Je rappelle que le ministère de la Défense va avoir un problème avec les 850 millions d'euros d'opérations extérieures qui seront prises en charge directement par l'hôtel de Brienne. On écoute le Premier ministre au micro de Michael Zamès. Visiblement, le Premier ministre qui a pris immédiatement la direction de l'hémicycle. On retrouve donc Tam Tranui pour la fin du programme des questions d'actualité. Oui, alors je parlais donc de ce sujet essentiel de la défense. Un autre sujet qui va être débattu cet après-midi et qui est également essentiel ici au Sénat, eh bien, ce sont les collectivités. Après la première conférence nationale des territoires qui s'est tenue ce lundi au Sénat et lors de laquelle le président de la République Emmanuel Macron a multiplié les annonces. Alors cette première conférence nationale des territoires va faire l'objet de questions du groupe RDSE, du groupe de la République En Marche. Il y aura également une question du sénateur Les Républicains François Bonhomme qui portera plus spécifiquement sur la réduction du nombre des élus locaux. Notez également que la taxe d'habitation, qui avait déjà fait l'objet de 3 questions la semaine dernière, sera également l'objet de plusieurs questions de sénateurs. Merci beaucoup Tam pour ce programme. Ouverture aujourd'hui à Paris des états généraux de l'alimentation. Les acteurs de la filière, du producteur au consommateur en passant par les industriels, sont réunis avec comme objectif une alimentation du futur plus saine et plus écologique, tout en garantissant une juste rémunération pour les agriculteurs. En l'absence du chef de l'État, c'est le Premier ministre Édouard Philippe qui a ouvert ces états généraux. On l'écoute. La France est une puissance militaire, elle est une puissance diplomatique, économique, culturelle, elle est aussi une grande puissance agricole. Et si le président de la République a voulu ces états généraux, s'il a souhaité en faire un des axes prioritaires de son action, c'est d'abord pour le dire, pour le répéter, pour l'assumer, pour le défendre, pour en être fier, pour rappeler que cette puissance agricole est au fond un élément de notre souveraineté nationale. Et on retrouve Tam Tranui dans l'hémicycle du Sénat, puisque les questions d'actualité au gouvernement ne vont pas tarder à commencer, Tam. Oui, effectivement, il va y avoir 1 heure de questions d'actualité au gouvernement. Je vous parlais tout à l'heure de 2 thèmes qui vont être très importants lors de ces questions d'actualité. Il va y avoir la défense, bien sûr, avec 2 questions des sénateurs Les Républicains, portant à la fois sur la démission du général De Villiers et puis sur la question du budget de la défense. Il va y avoir des questions sur les collectivités, je vous le disais également tout à l'heure. Et puis il va également y avoir des questions sur l'admission post-bac, le fameux système APB qui pose beaucoup de problèmes. À la mi-juillet, eh bien, il y a eu 87 000 bacheliers qui n'avaient toujours pas obtenu de proposition de formation dans le supérieur. Et sur le banc des accusés, il y a donc cette fameuse plateforme qui pose beaucoup de questions, et notamment la question du tirage au sort, puisqu'il y a un certain nombre d'étudiants qui ne vont pas pouvoir obtenir la filière qu'ils souhaitent. Merci beaucoup, Tam.
Donc, on l'a évoqué, dans ces questions d'actualité au gouvernement, il sera question du ministère de la Défense. Le Sénat a rédigé un rapport sur le patrimoine immobilier de ce ministère. Je vous propose de regarder les détails de ce rapport présenté par Julie Hulin. C'est l'un des plus gros patrimoines immobiliers de France, celui de l'armée, 275 000 hectares, estimé à plus de 16 milliards d'euros. Une richesse qui serait dans un état catastrophique selon un rapport de la Commission des finances du Sénat. Dominique Delège évoque des casernes proches de l'insalubrité. Ce que je constate, c'est que l'immobilier du quotidien n'est pas entretenu. On a privilégié l'opérationnel et je peux le concevoir. On a été au plus vite. Mais si je prends la base de Toulon, par exemple, aujourd'hui, le budget de l'armée supporte 3 millions de factures d'eau, dont 2 sont liées à des fuites d'eau parce qu'on n'est pas en état de réparer le réseau d'eau. Des infrastructures devenues une variable d'ajustement budgétaire et une loi de programmation militaire qui ne correspond plus aux besoins. Depuis les attentats de novembre 2015, les effectifs ont beaucoup moins diminué que prévu. Le rapporteur en appelle à de véritables choix. Il y a urgence, soit à dire clairement que l'on réduit le contrat opérationnel de nos armées, c'est-à-dire que l'on accepte d'être moins présent et qu'on sollicite moins nos militaires, ou alors on leur donne les moyens des missions qu'on leur confie. Mais on ne peut plus continuer à leur demander de faire plus avec moins. Selon la Commission des finances, les besoins du budget patrimoine des armées sont estimés à 2,5 milliards d'euros. Un élément de plus dans le casse-tête budgétaire qui attend le gouvernement. Et nous retournons maintenant dans l'hémicycle voir Tam Tranui, puisqu'après ces questions au gouvernement, il sera question du débat d'orientation budgétaire. Tam. Et oui, le débat d'orientation budgétaire, c'est un rendez-vous annuel qui permet au gouvernement de préparer le projet de loi de finances, en l'occurrence le projet de loi de finances 2018, qui sera débattu à la fin de l'année. Et c'est donc l'occasion pour le gouvernement de rappeler les grandes priorités fiscales du quinquennat. Alors je vous rappelle l'équation complexe dans laquelle le gouvernement s'est engagé. Édouard Philippe a annoncé une baisse des impôts de 11 milliards d'euros qui va porter sur la taxe d'habitation, on en a beaucoup parlé, sur l'impôt sur la fortune, la flat tax. Et en même temps, eh bien, il doit respecter cet engagement européen de contenir le déficit en dessous de 3% du PIB. Et pour tenir ces deux promesses, eh bien, le gouvernement doit trouver 20 milliards d'euros. Et on l'a vu, on commence déjà à en avoir les conséquences. On a vu la crise qui a frappé le ministère de la Défense pour des raisons budgétaires. Et puis, eh bien, le Sénat devrait en tout cas regretter les imprécisions qu'il estime qu'il y a dans ce projet du gouvernement. C'est ce qu'a dit Albéric de Montgolfier dans ce rapport et ça sera débattu tout à l'heure. Merci beaucoup, Tam. Nous rejoignons maintenant Mickaël Zamès en salle des conférences du Sénat, aux côtés de la sénatrice LR, Fabienne Keller. Absolument, on va parler du collectif budgétaire, des finances, évidemment. Juste une question, Emmanuel Macron vient de dire que le seul budget qui serait en augmentation pour l'année 2018, on parle bien de 2018, serait celui de la défense. C'est une bonne nouvelle pour vous ? C'est une annonce importante pour rassurer les Français. On connaît la place de l'armée pour la lutte contre le terrorisme sur notre territoire, mais aussi au Mali, en Syrie, sur d'autres territoires. Donc à l'occasion de la démission du général De Villiers, je pense que le président de la République a pris conscience de l'attachement de tout le peuple français, non seulement des militaires, mais de tout le peuple français, à une sécurité dans les financements et dans l'équipement, puisque l'équipement sert à protéger nos soldats. Alors cet après-midi, il y a le débat d'orientation sur les finances publiques. Pour 2018, économie à tous les étages, on est tous les ministères sont au régime sec. C'est un peu ce que sont venus vous dire les ministres ? Très clairement, le président Emmanuel Macron, le Premier ministre Édouard Philippe ont tracé le cap, qui est de respecter les engagements européens. Alors c'est bien perçu par l'Union européenne, par les acteurs économiques, par le FMI, mais bien sûr, cela fait prendre des décisions douloureuses dès 2017 et les années suivantes. Ça a obligé le gouvernement à reporter le remplacement du CICE par la baisse de charges. Au lieu d'être un remboursement de charges, ça devait être tout de suite moins cher sur la feuille de paye. C'est reporté à 2019 quand il y aura un peu plus de marge. Enfin bref, la mise en œuvre signifie des économies sur tous les sujets et ça c'est vraiment douloureux. Oui, douloureux parce que cette semaine et en début de semaine au Sénat, on a bien entendu qu'il y aura 13 milliards d'économies pour les collectivités. On imagine que ça doit vous toucher quand même. Alors le président de la République a indiqué qu'il exigerait
13 milliards effectivement d'économies des collectivités qui ont déjà connu une baisse de dotation de 10 milliards sur le mandat de François Hollande, qui ont accompagné ces années d'efforts de gestion. La demande des élus locaux, c'est que l'État central, notamment les ministères, fassent un effort de même ampleur, ce qui n'a pas été le cas sur les années passées. Et ils sont bien sûr inquiets des menaces de renouvellement, des baisses de dotation. Donc moi j'ai envie de souligner le besoin de confiance qu'ont les élus locaux. Ils sont prêts à faire des économies, ils l'ont prouvé sur les années passées, mais ils ont besoin aussi de visibilité, de sérénité dans la gestion de leurs services publics. On parle de cantines, de garderies d'enfants, on parle de nettoiement. Des fonctionnaires qui travaillent sur le territoire, des fonctionnaires territoriaux. Voilà. Emmanuel Macron, pendant la campagne présidentielle, avait bien spécifié qu'il y aurait des baisses de fonctionnaires. Vous êtes d'accord avec ce qu'il avait annoncé pendant son programme et qui sera mis en œuvre aujourd'hui? Il n'y aura pas de problème là-dessus? Alors je crois qu'il y a les fonctionnaires d'État dont il a la charge directement, puis il y a les fonctionnaires des collectivités sur lesquels il faut donner un cap, mais des marges de manœuvre à chaque collectivité, commune, intercommunalité, département, pour faire des choix pertinents, pour permettre de rendre les services publics qui leur semblent essentiels. Et après des années d'efforts, ça devient de plus en plus difficile face à la population qui demande du service, qui demande de la présence humaine, quand notamment les services de l'État, les services préfectoraux sont plutôt en train de reculer en termes de présence sur le terrain. Donc voilà, une journée de lundi difficile quand même dans les relations. Pour les territoires. Difficile pour les territoires et un besoin de confiance renouvelé. Le président a dit qu'il appréciait le travail des élus locaux, mais qu'il allait en réduire le nombre. Donc inquiétude sur cette nouvelle déclaration, parce que franchement la plupart des maires sont très très peu payés ou pas du tout, et ils réalisent un formidable travail sur le terrain. Merci beaucoup Madame Keller. On va donc aller écouter les questions d'actualité, et il sera beaucoup question des finances notamment. À tout à l'heure. Exactement, Mickaël, merci. Et on retourne justement voir Tam Tranui dans les tribunes de l'hémicycle. On voit derrière vous, Tam, les sénateurs qui commencent à prendre place pour une séance qui s'annonce chargée. Oui, et d'ailleurs, le président de la séance vient de faire son entrée, alors que vous pouvez le voir derrière moi. Quasiment tout le monde est à sa place. Sur le banc des ministres, on a pu voir l'arrivée du Premier ministre Édouard Philippe. Il y a la garde des Sceaux Nicole Belloubet. Il y a également Geneviève Darrieussecq, la secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées, qui est là et qui va répondre à la place de Florence Parly aux nombreuses questions sur la défense. Et donc tout de suite ça commence. Monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, après l'étape du Tour de France, l'ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement. Je vous rappelle que la séance est retransmise en direct sur France 3, Public Sénat, sur le site internet du Sénat. Comme d'habitude, je sais que chacun aura à cœur à respecter les valeurs essentielles au Sénat, le respect des uns et des autres, et une valeur plus ancillaire, mais le respect du temps. La parole est immédiatement à monsieur Vincent Capo-Canellas pour le groupe de l'Union centriste. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adressait à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le ministre de l'Action et des Comptes Publics me répondra. Le Président de la République s'est exprimé ici même au Sénat lors de la conférence des territoires sur l'avenir des collectivités locales. Il a confirmé la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des foyers et annoncé 13 milliards de réduction des dépenses. Le Président de la République a alterné les annonces, pour certaines positives, pour beaucoup inquiétantes pour nos collectivités. Afin de lever toute ambiguïté, nous confirmez-vous que la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des foyers sera compensée par voie de dégrèvement, ce qui permettrait de compenser la perte réelle de recettes en calculant ce que la taxe d'habitation aurait effectivement rapporté aux collectivités. Ce système de dégrèvement est important car il garantirait une forme de neutralité financière. Et surtout, vous engagez-vous, en ce cas, à ce que ce système de dégrèvement soit maintenu par la suite. S'agissant des 13 milliards de baisse des dépenses infligées aux collectivités locales, ce qui est considérable, le Président a déclaré qu'il n'y aurait pas de baisse des dotations en 2018, mais que les collectivités seraient appelées à baisser leurs dépenses selon un mécanisme dit intelligent, non défini. En fonction de la baisse constatée, les dotations seraient donc révisées. Dès lors, comment envisagez-vous de fixer un objectif de baisse des dépenses par collectivité, selon quel indicateur et quelles modalités? Enfin, l'effort attendu du monde territorial suppose des choix forts s'agissant de l'architecture d'ensemble de nos collectivités. Derrière la formule 2 niveaux de collectivité en dessous de la région, quelle est votre vision stratégique
en évitant le bing-bang institutionnel? Allez-vous vers une disparition des départements en zone urbaine ou au contraire, souhaitez-vous que le couple commune-intercommunalité devienne le pivot quasi fusionnel de cette réforme? Je n'ignore pas que ces questions seront au centre des futures discussions, mais le Sénat, chambre des collectivités, écoutera avec attention vos réponses. Merci. La parole est à monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics, pour 2 minutes. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur. D'abord, je vous confirme en effet que, s'agissant de la première tranche et des 3 tranches de suppression pour les 80% des Français qui payent la taxe d'habitation et qui sont dans le projet présidentiel, ce sera bien un dégrèvement qui sera fait par, bien sûr, le gouvernement. 3 milliards l'année prochaine, c'est à peu près, enfin un peu moins de 9 milliards, 8,8 milliards 4 d'après nos calculs, cette tranche de 80%, sachant que, vous le savez, il y a déjà 12 millions de foyers, un peu plus de 12 millions de foyers qui sont déjà exonérés, qui ne payent pas cette taxe d'habitation. Donc oui, ce sera un dégrèvement. Deuxièmement, vous posez la question pour l'avenir. L'avenir, le Président de la République l'a tracé devant vous et le Premier ministre le matin même de cette grande journée, Monsieur le Président du Sénat, de la Conférence nationale des territoires, posant la question de manière générale de la fiscalité locale en conservant l'autonomie fiscale des collectivités et en même temps en rendant des impôts plus justes. Plus justes parce que si je prends effectivement les taxes d'habitation qui sont dans la commune du Bourget, par hasard, je vois que pour 2 adresses qui sont très sensiblement différentes, mais pour le même revenu, même couple avec un enfant, avec une valeur locative identique et une surface absolument identique pour le même appartement, la personne qui vit dans le quartier politique de la ville paye aussi cher que la personne qui n'habite pas dans le quartier politique de la ville de votre commune. Tout le monde constate en effet qu'il y a ici une injustice, et notamment une injustice sociale. Et en plus, comme le dit Monsieur le Premier ministre, vous n'y êtes pour rien, puisqu'il s'agit d'un impôt injuste socialement pour les collectivités locales, mais aussi simplement pour la compréhension des Français pour leur fiscalité. Avec Monsieur le ministre d'État, nous parlions d'ailleurs ce midi encore de ce que nous allons proposer comme discussion aux élus et bien sûr aux parlementaires et particulièrement aux sénateurs. Parmi les pistes, il peut effectivement y avoir un certain nombre d'initiatives, notamment quand on sait que 150 des plus grandes collectivités représentent 60% de la dépense publique. Peut-être faut-il faire davantage de jardin à l'anglaise qu'à la française, mais nous y reviendrons avec Monsieur le ministre d'État devant vous, je vous le promets. La parole est à monsieur Dominique de Legge pour le groupe Les Républicains et pour 2 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, sans doute parce que j'appartiens à l'ancien monde, j'ai quelques difficultés à comprendre comment on peut en même temps, et j'insiste sur le en même temps, annuler 850 millions d'euros au crédit du budget de la Défense, déclarer que cette décision n'obère en rien les capacités opérationnelles de la France et en même temps encore déclarer que la loi de finances sera exécutée à l'euro près. Auriez-vous l'obligeance, Monsieur le Premier ministre, de bien vouloir m'indiquer de façon concrète comment on résout cette équation et plus particulièrement quels sont les programmes d'équipement des forces qui seront annulés? Quel engagement dans ce contexte prenez-vous pour assurer l'intégralité des financements des OPEX? Et enfin, envisagez-vous de débloquer les 2,7 milliards d'euros gelés et si oui, quand? Pour vous répondre, la parole est à Madame Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées. Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur de Legge. Bon, vous n'êtes pas sans savoir, Monsieur le sénateur, la situation difficile dans laquelle nous avons trouvé les finances de notre pays. Vous n'êtes pas sans savoir également que nous prenons des engagements auprès du pays que nous essayons de respecter. 850 millions d'euros ont effectivement été proposés à la suppression du budget des armées, qui seront, oui, un moment difficile pour nos armées, mais la ministre des Armées prendra les décisions utiles pour en limiter la portée et les moyens opérationnels, ainsi que sur la base industrielle de défense. Elle sera avisée à surveiller de près l'exécution du budget 2017 afin que nos armées
l'exécution budgétaire soit à la hauteur de l'engagement. Je voudrais vous parler d'avenir proche, monsieur le sénateur. L'avenir proche, c'est l'annonce qu'a faite le président de la République et qu'il a réitérée à Istres aujourd'hui, où il se trouve, d'une augmentation inédite du budget des armées pour l'année 2018, augmentation de 1,8 milliard, qui portera ce budget à 34,2 milliards. Ce qui en fait un des seuls budgets qui augmentera, a dit le président de la République à Istres, dans l'année 2018. Et nous comptons sur vous, sénateurs, pour nous aider à porter ce budget à cette hauteur. Et enfin, l'engagement budgétaire pour 2025 apporté mais ce sont des promesses qui seront respectées. Apporter à 2% du PIB, soit 150 milliards d'euros, le budget des armées sera respecté et nous y veillerons avec vous, mesdames et messieurs les sénateurs. Monsieur Delège. Madame la ministre, heureusement que nos militaires sont plus précis dans le tir des missiles que vous dans votre réponse à ma question. Pourtant, tout avait bien commencé. Une descente ou une remontée des Champs-Élysées en commande-car, une visite à Percy des victimes civiles et militaires, une visite sur les OPEX. Et voici qu'à la veille du 14 juillet, de façon symbolique, un arbitrage plus inspiré par un inspecteur des finances sans doute que par Jupiter, rend cet arbitrage. Excusez-moi, mais tout ceci nous éloigne des images que nous avait données le président de la République, garant et gardien de la souveraineté nationale. Il porte la responsabilité de cette atteinte à la souveraineté. Merci. La parole est à notre collègue Alain Bertrand pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Vous avez la parole, mon cher collègue. 2 minutes 30. Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le ministre à la cohésion territoriale. Ce lundi, ici même au Sénat, le Président de la République, Emmanuel Macron, a fait plusieurs annonces lors de la conférence des territoires. J'ai trouvé modestement dans ses propos une partie du très modeste rapport que j'ai commis sur l'hyper-ruralité. Il a dit, je cite, le président de la République, que la ruralité ne faisait pas l'aumône, qu'il souhaitait un moratoire sur les fermetures d'écoles en zone rurale, ou encore qu'il faut donner plus à ceux qui ont moins. Là où les élus le souhaitent, il veut une plus grande liberté d'organisation. Oui, mais c'est important pour la ruralité. De développement, de mutualisation. Il veut privilégier, chaque fois que les élus en décident, l'efficacité et la recherche de synergie pour optimiser le fonctionnement et favoriser le service au territoire, aux citoyens, tout en maintenant l'investissement. Enfin, il a annoncé, et c'est très important, la création d'une agence de cohésion des territoires. Nous avons donc un cap pour les zones difficiles, une stratégie claire. Toutefois, je participerai pour obtenir d'autres avancées sur 3 points, Monsieur le ministre. Premièrement, je souhaite que le gouvernement mette en avant le rôle d'interland que jouent les territoires ruraux, parce qu'il faut enfin reconnaître que la ruralité est créatrice d'une partie importante de la richesse et de l'emploi qui en fait sont comptabilisés dans les métropoles et les grandes agglomérations. Deuxièmement, qu'en est-il précisément, si on peut dire ainsi, de la démétropolisation? Entendez-vous mettre fin à l'entassement de tout dans les métropoles, les capitales de région et les grandes agglomérations? Il y a tout un tas de grandes institutions, d'entreprises, d'administrations qui peuvent être décentralisées vers des territoires ruraux, hyper-ruraux ou en difficulté. Pourquoi, par exemple, ne pas placer l'agence de cohésion des territoires à Lozère, ou dans la Creuse, ou dans les Vosges, ou dans le Jura? Pensez à votre question pour terminer. Enfin, pouvez-vous également me confirmer que sur le plan d'investissement de 50 milliards d'euros, une partie sera affectée aux zones les plus fragiles, parmi lesquelles les zones rurales, Monsieur le Président? Pour vous répondre, la parole est à Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des Territoires, pour 2 minutes 30.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénatrices et les sénateurs, Monsieur le sénateur Bertrand, vous êtes le chantre ici de l'hyper-ruralité et c'était donc une hyper-question. D'abord, je voulais vous dire que j'ai été particulièrement heureux que la première conférence nationale des territoires se passe au Sénat, dans cette maison qui, au terme de l'article 24 de la Constitution, représente les collectivités territoriales. Ceci étant rappelé, vous avez raison de dire que depuis de nombreuses années, une partie de la ruralité a profondément souffert. Je dis bien une partie parce que je ne suis pas de ceux qui opposent systématiquement les territoires urbains et les territoires ruraux. Il y a des territoires fragiles dans les villes, dans les quartiers périphériques et aussi dans nos territoires ruraux. Il y a donc par rapport à cela une vraie politique à mener, avec quelques axes fondamentaux à mettre en place. Vous avez, je pense au numérique, où nous sommes en train de lancer une action forte, qui ne sera pas forcément facile, parce que nous connaissons le poids des opérateurs, et nous l'avons encore lu ce matin dans certaines déclarations, mais il y a une vraie volonté du gouvernement de la République d'aller vite et fort sur le haut débit, le très haut débit dans nos territoires. Il y a aussi, il faut le dire, l'accessibilité à nos territoires. Il y a bien sûr la question des services publics, les maisons de santé, les maisons de services publics, et puis notre agriculture. Et en ce moment, un débat important est lancé avec les États généraux de l'alimentation. C'est donc toute une politique qui doit se tourner vers ces territoires, mais une politique qui aura pour but fondamental aussi de faire travailler ensemble les collectivités locales et l'État, avec cette vision qui ne doit pas simplement, et ça c'est une question de fond, être une politique axée sur les problèmes démographiques. Il y a des territoires qui ont peu de population, ils ont des problèmes spécifiques et nous devons en tenir compte. Voilà ce que je veux vous dire. Un dernier mot sur ce que vous avez dit sur les délocalisations, ce qu'avait lancé avec courage une Première ministre qui était Madame Cresson. Et souvenez-vous des réactions qui avaient eu lieu. C'était une politique courageuse, ambitieuse, qui a été abandonnée parce que ceux qui devaient quitter la région parisienne pour s'installer en province réagissaient de manière très corporatiste. Voilà ce que je voulais vous dire. Sachez en tout cas que je serai à vos côtés pour mener cette politique. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à notre collègue Michel Berson pour le groupe de La République En Marche pour 2 minutes 30. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Lundi dernier, comme nous le savons, lors de la Conférence nationale des territoires, le Président de la République a porté sur les fonds baptismaux ce pacte girondin audacieux qu'il veut construire entre l'État et les collectivités territoriales. Pour les esprits chagrins qui voudraient faire croire que les territoires constituaient une sorte d'impensé présidentiel, c'est une déception. Mais pour les élus profondément attachés à la défense des territoires, c'est une grande satisfaction. Le Président de la République nous a présenté une doctrine qui témoigne de sa conscience aiguë des défis territoriaux auxquels notre pays doit faire face. L'écart entre France métropole et France périphérique, l'importance du levier territorial pour réussir les transitions numériques et écologiques, le besoin de simplification, sinon de simplicité, la nécessité de combattre les inégalités de richesse, c'est-à-dire les égoïsmes, et l'indispensable refonte de la fiscalité locale. Le Président a su éviter le piège du grand soir territorial et des annonces tonitruantes sans lendemain. Il a été concret sur les transports du quotidien, les déserts médicaux, l'offre nouvelle de logement, le haut débit pour tous. Oui, ces engagements ont été clairs et son calendrier précis. Au nom des sénateurs qui se reconnaissent dans la majorité présidentielle, je veux saluer cette feuille de route ambitieuse et cette méthode pragmatique
pour construire une France des territoires qui reste proche et qui voit loin. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous préciser comment le gouvernement entend mettre en œuvre le pacte, le nouveau pacte de confiance et de responsabilité que le président de la République veut sceller entre l'État et les collectivités territoriales? Merci. Pour vous répondre, la parole est au ministre de la Cohésion des Territoires, Monsieur Jacques Mézard. Vous avez 2 minutes 30. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs et sénatrices, Monsieur le sénateur Berson, je salue votre enthousiasme. Et je vous en remercie. Et je puis vous dire que nous y sommes tous ici très sensibles. Comme vous le constaterez, nous voulons établir un pacte de confiance. Il ne vous a pas échappé que c'est un changement. Et qu'aujourd'hui, en nous adressant aux collectivités locales, à tous les élus de la nation, nous voulons effectivement travailler autrement. Ne pas imposer, discuter, écouter. Et la Conférence nationale des territoires, elle a cet objectif fondamental, de se mettre autour de la table, de faire le bilan d'un certain nombre d'actions, parce que nous avons tous des responsabilités dans ce qui s'est passé depuis des années quant à l'aménagement du territoire, quant à la vie de nos collectivités. C'est une responsabilité collective. Et nous entendons, au niveau du gouvernement, utiliser cette conférence des territoires pour dégager un certain nombre d'orientations. Oui, je vous entends quand vous dites 13 milliards, mais il y a une différence. C'est que pendant plusieurs années, ça a été des baisses de dotation imposées, que sur les réformes territoriales, pour certaines, on n'a jamais consulté les collectivités territoriales. Et nous entendons qu'il soit procédé différemment, par la concertation, par l'écoute, pour essayer de trouver ensemble les moyens de faire avancer nos collectivités sur tout le territoire avec plus d'équilibre, avec plus de justice. Il y a des efforts à réaliser, il y a encore des possibilités sur les charges de fonctionnement, c'est la réalité. Il y a des collectivités, et je le sais, qui aujourd'hui ont des difficultés considérables. Il y en a d'autres qui ont encore des moyens de faire des efforts. Nous allons en discuter ensemble. Nous allons travailler ensemble sur la simplification. Nous allons travailler ensemble dans la concertation, sans faire de Big Bang imposé, pour essayer de faire mieux, de faire plus. Et Monsieur Assouline, vous pouvez citer des chiffres, mais je vous ai entendu accepter bien d'autres directives pour les collectivités territoriales. Ne nous donnez pas de leçons aujourd'hui. Merci. La parole est maintenant à Madame Brigitte Gonthier-Maurin pour le groupe communiste républicain et citoyen et pour 2 minutes 30. Merci Monsieur le Président. Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, 87 000 bacheliers sans affectation et 331 millions d'euros de crédits que vous venez d'annuler. Voilà le résultat des politiques menées depuis la LRU, que vous ne remettez pas en cause, du manque récurrent et criant de moyens pour répondre à la demande de poursuite d'études de tous les étudiants et à l'enjeu de démocratisation de l'enseignement supérieur. Au prétexte de mettre fin à la pratique honteuse du tirage au sort, vous annoncez votre intention d'instaurer des prérequis à l'entrée à l'université. Cette introduction d'un mode de sélection à l'université constitue une remise en cause du droit d'accès pour toutes et tous à la poursuite d'études comme inscrit dans le Code de l'éducation. De plus, elle est en contradiction avec les principes de la STRANES, la Stratégie nationale de l'enseignement supérieur adoptée en 2015 par le gouvernement en faveur d'une société apprenante. Au contraire, Madame la Ministre, il faut bannir prérequis et sélection. Face à la gravité de la situation, je vous demande avec mon groupe de mettre en place un plan d'urgence qui ne considère plus l'université, l'enseignement supérieur comme un coût, mais bien comme un investissement
indispensable pour l'avenir de nos jeunes et le développement du pays. Pour vous répondre, la parole est à la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Madame Frédérique Vidal, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Gonthier-Maurin, vous avez raison, le fait que autant d'étudiants et autant de candidats soient aujourd'hui sans affectation dans l'enseignement supérieur est un véritable gâchis. Un gâchis qui a été le fait à la fois du tirage au sort, de la non prise en compte de l'augmentation démographique des étudiants et de la non prise en compte du fait que cette année, 100 000 étudiants supplémentaires utilisent le système admission post-bac pour se réorienter. Le véritable gâchis humain, c'est celui de ces étudiants qui échouent à l'université. Actuellement, plus de 60% des étudiants qui s'inscrivent dans un cycle de licence générale n'obtiennent pas de diplôme au bout de 4 ans. Le véritable gâchis social, c'est que nous soyons en capacité de faire échouer autant d'étudiants alors que nous consacrons nos moyens à l'enseignement supérieur. Et enfin, le gâchis est aussi un gâchis financier, puisque lorsqu'il s'agit d'investir entre 8 et 10 000 euros par étudiant dans l'enseignement supérieur, lorsque c'est pour les faire réussir et leur permettre de trouver un emploi, évidemment que la nation salue cet investissement. Mais lorsque c'est pour les faire échouer et leur donner un sentiment d'inutilité, alors la nation ne remplit pas ses devoirs. C'est pourquoi j'ai proposé, et le Premier ministre a confirmé, la création d'un contrat de réussite avec les étudiants qui, à l'aide d'une meilleure orientation de ces étudiants, en étant en capacité de leur dire la vérité sur leur capacité à réussir en fonction des filières et en les accompagnant vers cette réussite en proposant des cours de remédiation, devrait nous aider à limiter ce gâchis humain, social et financier. Je vous remercie. Madame Gonthier-Maurin. Madame la ministre, la situation est grave puisque 15 universités ont été jugées dispendieuses par la Cour des comptes parce qu'elles avaient simplement décidé de distribuer les moyens nécessaires à leur mission. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que nous n'avons de cesse d'avancer des propositions pour remédier à l'état de difficulté dans lequel nous nous trouvons et de ne plus considérer l'enseignement supérieur comme un coût, mais comme un investissement et extraire ces dépenses du calcul des déficits publics et de les porter immédiatement à 2% du produit intérieur brut. Nous aurons besoin de moyens et de places supplémentaires pour faire reculer tout le monde. Oui, il faudra mobiliser des moyens aussi pour changer le système d'orientation, pour qu'il ne soit plus un système qui va trier, mais qui les aide à réussir. Et il faudra évidemment mobiliser pour des passerelles, pour des suppléments d'éducation. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Et en tout cas, ça ne sera pas par l'établissement de prérequis de tri que cela pourra être rendu possible. Merci. La parole à Monsieur le questeur Dominique Bailly pour le groupe socialiste et républicain. Vous avez la parole. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des ménages est annoncée pour 2018. Je serais tenté, face à cette proposition, de vous dire chiche. Cet impôt est injuste de la vie générale, injuste socialement, injuste territorialement, pour reprendre les propos du président de la République qu'il a tenus ici au Sénat lors de la conférence des territoires lundi. Et je pourrais même vous dire, Monsieur le Premier ministre, doublement chiche. Nous pourrions envisager de supprimer la taxe d'habitation pour 100% des ménages, cet impôt étant tellement injuste. Et d'ailleurs, nous pourrions reprendre la proposition de Lionel Jospin, qui, en 2000, l'avait proposé. Malheureusement, il n'a pas pu aller au bout de sa volonté politique et s'est arrêté à la suppression de la part régionale de cette taxe d'habitation. Mais si nous supprimons 80 ou 100%, si vous reprenez ma proposition de la taxe d'habitation, la question essentielle, la question politique, c'est l'autonomie financière des collectivités locales.
Cette taxe d'habitation est aujourd'hui le pilier. Donc si vous la supprimez, si vous fragilisez cette autonomie financière, vous mettez en difficulté le principe de libre administration des collectivités locales. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, je vous le confirme, les élus locaux, ils sont inquiets, ils sont très inquiets, c'est normal. J'ai entendu que vous allez procéder par dégrèvement. D'accord. Mais je pense qu'il faut aller plus loin. Vous l'avez d'ailleurs évoqué, Monsieur le ministre, dans votre réponse. Il faut une véritable réforme de la fiscalité locale pour durablement rassurer les élus locaux. Il faut une véritable révolution fiscale. Tout le monde en parle, tous les gouvernements en ont parlé. Aurez-vous la volonté politique d'aboutir? Car il est impossible de garantir aujourd'hui et de pérenniser des dépenses dynamiques. Donc voilà, Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous allez rassurer durablement les élus locaux? Et puis, votre sentiment sur ma proposition pour 100% des ménages. La parole est au ministre de l'Action et des Comptes Publics, M. Darmanin. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Bailly, nous aurions peut-être aimé, pour la bonne intelligibilité de nos débats, que vous nous proposiez en même temps les économies qui allaient avec cette suppression totale de la taxe d'habitation. C'est ce que nous ferons, nous, et j'en suis certain, puisque nous allons progressivement trouver ces 3 milliards, puis 3 milliards, puis 3 milliards, et pourquoi pas, vous l'avez dit, le Président de la République l'a dit, le Premier ministre l'a dit, réfléchir au renouveau de la fiscalité locale, en imaginant effectivement une révolution fiscale pour la taxe d'habitation comme la taxe foncière, afin de trouver quelque chose de plus équitable pour les collectivités, de plus juste pour les citoyens. Mais pour l'instant, vous n'avez pas proposé ces économies, puisque nous sommes à peu près à moins de 9 milliards pour les 80% de ménages concernés et plus de 12 pour les 20% qui restent. Ça fait quand même 20 milliards d'euros à trouver. Vous avez raison de dire qu'il est injuste, parce que si je prends la commune que vous connaissez bien, celle d'Orchy, pour la même maison, du même nombre de mètres carrés, avec un couple sans enfants, à 45 000 euros de revenus annuels pour le même taux de la commune, 1 309 euros pour la maison construite en 1920 et 938 euros pour le même ménage, pour le même foyer, pour le même revenu, pour la commune, pour la maison construite avant. Vous dire, monsieur le sénateur, que nous sommes tout à fait d'accord avec ce que vous disiez sur le renouveau de cette fiscalité. Et oui, nous irons jusqu'au bout. Cependant, je me permets de vous corriger, s'il y a autonomie financière prévue par la Constitution et le dégrèvement comme l'exonération, mais le dégrèvement que nous proposons fait partie on conforte cette autonomie financière, il n'y a pas, pour l'instant, autonomie fiscale, puisque toutes les collectivités n'ont pas pouvoir de taux, ce qui est le cas notamment des régions, et que la Constitution ne prévoit pas l'autonomie fiscale en tant que telle. Il faut donc que nous travaillions sur cette question d'autonomie financière, d'autonomie fiscale, sachant que nous l'avons déjà souligné ici, même si ce n'est pas le projet du gouvernement, il peut y avoir grande décentralisation, il peut même y avoir État fédéral comme en Allemagne, sans autonomie fiscale des collectivités. Merci. La parole est à Monsieur Gérard Roche pour le groupe de l'Union centriste. Et pour 2 minutes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame. Je suis montagnard, je m'enrhume en été et je ne suis jamais enrhumé l'hiver. Ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Et vous avez également posé, Madame la ministre, par mon collègue Jean-Léonce Dupont. Elle rejoint un peu la question qui a été posée par Madame Gonthier-Maurin, mais on peut reprendre les mêmes mélodies dans des tonalités différentes. Ma question porte donc sur le dysfonctionnement du portail d'admission post-bac, dit APB, que vous avez justement justifié encore tout à l'heure de gâchis. Ce gâchis est d'abord humain pour les jeunes et leurs familles, sans doute. C'est sans doute celles qui ont le moins le code pour utiliser au mieux l'algorithme et dont la poursuite d'études de leur enfant est aussi un investissement très lourd. Si vous venez d'engager une large concertation pour éviter de telles errances à la rentrée 2018 et préconiser des prérequis naturellement indispensables, il demeure à ce jour partout en France 87 000 néo-bacheliers, pour certains reçus avec mention, sans affectation pour septembre prochain, victimes, si j'ai bien compris, d'un tirage au sort voulu par vos prédécesseurs et dont l'absurdité, pour rester poli, n'échappe à personne. Or, la plupart des universités ferment leurs portes dans quelques jours, aux alentours du 20 août. Notre question, Madame la Ministre, est simple. Comment comptez-vous, dans ce calendrier très contraint, veiller à ce que ces milliers de jeunes déboutés provisoires du droit aux études supérieures ne perdent pas une année, que leurs familles désemparées ne se tournent pas vers des formations onéreuses et parfois sans réelle garantie?
Garantissez-vous que les solutions trouvées ne seront pas substantiellement éloignées de leur projet d'études initiales? Comment comptez-vous faire aussi pour que ces jeunes, selon leur localisation, parviennent dans des délais courts à se loger dans les villes universitaires qui les accueillera? Quelles instructions donnerez-vous aux CROUS en ce sens? Ce sont des questions certes terre à terre, mais qui appellent des réponses immédiates et concrètes, et les familles vous en remercient. La parole est à Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Vous avez la parole, Madame la ministre. Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Roche. Effectivement, vous avez raison, il y a encore 87 000 candidats qui sont inscrits sur la plateforme admission post-bac. Mais ces candidats ne sont pas tous des néo-bacheliers. Pour une grande partie d'entre eux, ce sont des candidats qui sont en réorientation et qui ont donc leur place dans leur filière d'origine s'ils souhaitent y retourner. Nous y trouvons ensuite un grand nombre de candidats qui, pour le moment, n'ont pas accepté de façon définitive leur choix et qui sont en attente d'un meilleur choix possible. Et il reste aujourd'hui environ 10 000 néo-bacheliers qui sont notre priorité. Ils étaient 17 000 il y a 15 jours et ils étaient 36 000 il y a un mois et nous travaillons jour après jour à réduire ce nombre. Nous entrons maintenant dans la phase, une nouvelle phase d'admission post-bac où l'ensemble des près de 200 000 places libérées dans l'enseignement supérieur pour la rentrée prochaine seront offertes à l'ensemble des candidats de manière à ce qu'ils puissent exprimer leur choix en fonction des places disponibles. Ceci dit, bien entendu, ce système reste d'une injustice absolue puisque vous l'avez souligné, la capacité à utiliser ce système de manière correcte, la capacité à obtenir une information de façon correcte n'est pas la même pour l'ensemble des candidats. C'est pourquoi nous avons souhaité supprimer le tirage au sort pour la rentrée 2018 et c'est pourquoi, au travers d'une orientation renforcée dès le lycée et au travers d'un accompagnement particulier, en précisant les prérequis et en disant comment on aide les futurs étudiants à les acquérir, nous sortirons de cette situation. Je signale que la plateforme APB vient de réouvrir et qu'elle sera ouverte jusqu'au 25 septembre. À compter du 20 août, l'ensemble des rectorats et des universités traiteront les cas un par un pour les néo-bacheliers. Merci. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Cédric Perrin pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, le gouvernement, ainsi qu'il a été rapporté, envisage de réduire de 850 millions d'euros le budget de la défense en 2017. Chacun est ici au fait des événements aussi inhabituels que regrettables qui se sont déroulés et qui ont abouti hier, fait rarissime, voire unique, à la démission du chef d'état-major des armées, Pierre de Villiers. Je veux ici rendre hommage au général de Villiers, grand soldat, grand serviteur de l'État, dont j'ai pu, comme tous ceux qui l'ont côtoyé, constater l'engagement sans réserve au service de la France et de sa défense. S'il est souvent dit qu'il ne faut pas gâcher l'opportunité d'une crise, gageons que celle-ci, grave, est l'occasion de s'interroger sur certains faits. Le premier de ces faits, c'est que nul de sérieux ne conteste qu'il n'est pas d'autorité plus habilitée que le chef d'état-major des armées à porter un diagnostic sur l'état de nos forces. Ce diagnostic, en dépit de son départ, reste valide. Oui, 3 fois oui. Les moyens de nos armées, vous le savez, ont été consciencieusement réduits au cours des années récentes. L'usure de quantité de nos matériels compromet non seulement les missions, mais dans certains cas jusqu'à la sécurité de nos soldats. Le second de ces faits, c'est l'extrême légèreté avec laquelle le travail parlementaire a été considéré. Car jusqu'à preuve du contraire, les propos tenus à huis clos par le SEMA en commission parlementaire, je mets de côté certaines expressions, n'étaient nullement déplacés. À moins qu'il n'existe désormais, Monsieur le Premier ministre, ce qu'il faudrait bien appeler une jurisprudence Soubelet. Dans ce contexte, Monsieur le Premier ministre, j'ai 2 questions. Premièrement, le gouvernement est-il sincère quand il prétend que nos forces disposeront des moyens de leur mission alors que vous leur coupez les crédits? Et deuxièmement, pouvez-vous prendre l'engagement
que le travail du Parlement sera pleinement respecté et que les personnalités auditionnées par les commissions ne seront pas sanctionnées en raison d'un diagnostic potentiellement dérangeant pour l'exécutif? Merci. Merci. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur, il y a un chef d'état-major des armées et il y a un chef des armées. Ce sont deux fonctions différentes, deux légitimités différentes, deux expériences différentes. Et s'il y a un désaccord entre le chef d'état-major des armées et le chef des armées, Monsieur le sénateur, dans notre République, sous la Ve République, c'est le pouvoir politique qui prévaut. Le chef d'état-major des armées a exprimé un désaccord avec des décisions prises par le président de la République. Il en a tiré les conséquences. Vous avez raison, monsieur le sénateur, de lui adresser un salut républicain au moment où il quitte ses fonctions. Je m'associe à ce salut républicain. Je me permets de saluer de la même façon celui qui prend le poste, le général Lecointre, que vous connaissez sûrement puisque vous êtes passionné par ces questions de défense. Mais encore une fois, soyons clairs. Le chef des armées, dans notre pays, dans notre régime, a le dernier mot en matière de choix militaire. Et il ne peut pas en aller autrement. Et il ne peut pas en aller autrement. Sur les questions de la disponibilité budgétaire et de l'effort budgétaire consenti pour nos forces de défense, je ne pense pas, monsieur le sénateur, non, je vais le prendre autrement. Le président de la République s'est engagé à porter l'effort de défense en 2025 à 2% du PIB. C'est un engagement qui a été pris fermement. S'il faut monter à 2% du PIB, c'est parce que pendant de longues années, monsieur le sénateur, notre effort de défense n'a probablement pas été au niveau du danger du monde et de son instabilité. Et je ne crois pas, monsieur le sénateur, même si vous nous en faites le grief aujourd'hui, je ne crois pas que cette situation et cet état de fait datent d'il y a 2 mois. Je pense que malheureusement le diagnostic est ancien. Ce n'est pas la première fois que nous opérons des régulations budgétaires. Ce n'est pas la première fois. Et quand je dis nous, je prends la responsabilité pour tous les gouvernements qui se sont précédés. Donc ça n'est pas neuf. Je voudrais vous citer quelques chiffres, monsieur le sénateur, car après tout, autant être précis. Le budget 2016 de la Défense a été voté en loi de finances initiale à 31,8 milliards d'euros. Le budget 2017 a été voté en loi de finances initiale à 32,4 milliards d'euros. Il sera d'ailleurs exécuté à peu près à 32,4 milliards d'euros. Sans les OPEX, mais vous avez raison, monsieur le sénateur, et j'apprécie vivement que vous mentionniez le fait que c'est sans les OPEX. Car qu'avons-nous fait? Et je dis encore une fois, je ne suis pas là pour dire qu'il y aurait des coupables ou des responsables. Qu'avons-nous fait collectivement depuis plusieurs années? Nous avons poussé tranquillement, année après année, un report à nouveau de crédit qui se monte à 750 millions d'euros cette année, que nous allons d'ailleurs descendre à 700 millions d'euros. Et vous savez très bien que ça n'est pas satisfaisant, comme vous savez très bien que depuis de nombreuses années, pour des raisons budgétaires qui peuvent s'expliquer, nous n'intégrons pas complètement dans le budget de la défense le coût des OPEX. Or, nous savons qu'elle coûte cher. Mais nous trouvons, depuis longtemps, monsieur le sénateur, nous ne regardons pas en face ce que coûte notre effort de défense. Le président de la République l'a dit le 13 juillet, il l'a redit ce matin, le budget 2018 de la défense se montera en ressources budgétaires à 34,2 milliards d'euros pour l'année 2018. C'est 1,8 milliard d'euros de plus que la loi de finances initiale 2017. C'est un effort de plus 5,25% pour le budget des armées. C'est plus que la progression du PIB, c'est plus que l'inflation. Ce sera le seul budget qui augmentera en volume. Je me permets de dire, monsieur le sénateur, que cet effort conséquent ne s'arrêtera pas en 2018. Car si nous voulons atteindre en 2025 les 2% du PIB, ce qui est un effort considérable, année après année, nous allons devoir suivre une courbe d'augmentation
de la dépense. Et nous n'allons pas le faire pour faire plaisir à tel ou tel. Nous allons le faire parce que la modernisation de nos équipements, la modernisation de notre capacité de dissuasion, les engagements que prend la France à l'étranger exigent que nous préparions notre outil à la satisfaction et à la protection de nos intérêts. Je peux comprendre toutes les polémiques. Ici, tout le monde aime son pays et aime la politique. Mais, monsieur le sénateur, regardez sur 3 mois ce qui se passe en matière de défense, alors que l'effort a été diminué depuis très longtemps, et depuis trop longtemps, et alors que nous nous sommes engagés pour le budget 2018, au montant où nous nous sommes engagés, à quelque chose, me semble-t-il, qui n'est pas totalement au niveau des enjeux. Je vous remercie. La parole est maintenant à Madame Michèle Meunier pour le groupe socialiste et républicain et pour 2 minutes. Merci Monsieur le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Ma question s'adressait à Madame la ministre des Solidarités et de la Santé. Lors de la campagne pour l'élection présidentielle, le candidat Emmanuel Macron ne voyait pas de justification juridique à s'opposer à l'ouverture de la PMA pour les femmes, quel que soit leur statut conjugal ou leur orientation sexuelle. Il attendait l'avis de la Commission consultative nationale d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé pour s'assurer d'un débat pacifié et argumenté. Cet avis est désormais connu et l'attente est forte chez les femmes seules ou en couple ayant un projet d'enfant. Il n'y a donc plus d'obstacle à ce que l'ouverture intervienne au plus tôt et mette fin à la situation hypocrite qui pousse les femmes françaises à aller en Espagne ou en Belgique pour effectuer une insémination artificielle avec donneur. Ma question est simple, Madame la Ministre. Dans quel délai allez-vous permettre l'ouverture de la PMA aux femmes seules ou en couple, ainsi que la prise en charge par la sécurité sociale? Merci. Pour vous répondre, la parole est à Madame la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes, Madame Marlène Schiappa. Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Michèle Meunier, effectivement, vous l'avez rappelé, l'ouverture de la PMA à toutes les femmes était un engagement de campagne du Président de la République. Il avait conditionné la tenue de cet engagement à la rendue d'un avis favorable du CCNE, du Comité consultatif national d'éthique. Cet avis a été rendu après une autosaisine qui date de l'année 2013. Cet avis est favorable à l'ouverture de la PMA pour toutes les femmes, qu'elles soient en couple ou qu'elles soient célibataires. Et l'avis est négatif en ce qui concerne la légalisation de la GPA. L'avis du CCNE, il est tout à fait en conformité avec les engagements de campagne du Président de la République et avec notre position. C'est-à-dire que nous ouvrirons effectivement la PMA, mais nous voulons avoir un débat serein et apaisé sur ce sujet, avec comme boussole permanente l'intérêt de l'enfant et en préservant les couples et les familles des insultes et des actes homophobes qui peuvent survenir lors des débats de ce type. C'est pourquoi, avec mes collègues la garde des Sceaux et la ministre de la Santé et des Solidarités, nous ouvrons en appui du CCNE les états généraux de la bioéthique et nous permettrons d'ouvrir la PMA à l'ensemble des femmes à partir de la révision de la loi bioéthique de 2018. Et je me permets d'ajouter que conformément aux décisions qui ont été rendues par la Cour européenne des droits de l'homme, nous favoriserons l'inscription des enfants déjà nés de GPA à l'étranger à l'état civil en France. Je vous remercie. Merci. Madame Meunier. Merci Madame la Ministre pour ces réponses. Comme vous, comme Madame Buzyn, je pense que la France est prête et qu'il ne faut pas trop attendre car vous le savez, les réactions homophobes et les propos homophobes risquent de prendre peut-être un peu le pas sur les débats concernant la PMA. Donc plus nous serons rapides sur cette décision et mieux ce sera pour les femmes et les couples en attente. Merci. Merci. La parole est maintenant à notre collègue François Bonhomme pour le groupe Les Républicains et pour 2 minutes. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Lundi dernier, le Président de la République est venu ici, au Sénat, se faire porteur de mauvaises nouvelles pour les collectivités locales.
une baisse de 13 milliards d'euros de leurs dépenses, une suppression de la taxe d'habitation et une baisse du nombre d'élus locaux. D'abord, une nouvelle ponction de l'État sur les budgets locaux des collectivités locales viendrait s'ajouter aux efforts déjà réalisés par celles-ci, une baisse de 11 milliards de 2014 à 2017. Cette annonce vient sans contrepartie et sans réforme de fond, et elle risque assurément d'affaiblir une nouvelle fois leur capacité d'action. En supprimant la taxe d'habitation, c'est aussi la volonté de substituer le contribuable local au contribuable national. C'est par la même occasion une façon de réaliser un vieux rêve de Bercy, celui de priver les collectivités locales d'un principe qui fonde leur action. Je veux parler de l'autonomie fiscale. Enfin, surprise du chef, le président de la République indique vouloir moins d'élus locaux. Voilà bien une annonce tout aussi illusoire que funeste. Sur les 500 000 élus locaux, 90% ne sont pas rémunérés. Ce sont des bénévoles au service de leurs habitants. Mieux ou pire, ils constituent souvent le seul interlocuteur dans les territoires ruraux et forment un maillage civique qui est une chance pour notre pays. Alors, Monsieur le Ministre, à l'heure où nous avons besoin au contraire de plus de civisme, comment comptez-vous dès lors articuler cette mesure restrictive avec l'annonce de services de proximité et de liens plus forts et plus étroits avec nos concitoyens? Pour vous répondre, la parole est au ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Monsieur Gérard Collomb, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur François Bonhomme, tout à l'heure, mon collègue Gérald Darmanin avait amené son petit cahier. Moi, j'ai amené mon petit compteur. C'est le niveau de la dette publique. Et vous voyez que chaque seconde, il s'accroît de 2 655 € et que donc, évidemment, nous avons à réduire la dépense publique. Alors, sur ce point, Mesdames et Messieurs les sénateurs, s'il vous plaît, aidez à respecter le temps vu son prix. Chacun est d'accord pour réduire la dépense publique, mais chacun veut que ce soit chez l'autre. Nous avons proposé une méthode que nous puissions discuter ensemble et c'est l'objet de la conférence nationale des territoires pour regarder comment ensemble nous pouvons faire baisser la dépense publique aussi bien au niveau de l'État qu'au niveau des collectivités publiques. Et ce sera une première pour l'État parce que, comme l'a justement remarqué la Cour des comptes, et c'est l'ancien élu local qui parle, si effectivement les collectivités publiques ont réduit leurs dépenses, l'État jusqu'à présent ne l'avait pas fait. Sur la réduction du nombre d'élus, notre collègue Pélissard a proposé par exemple les communes nouvelles. Pour faire quoi? Pour à la fois accentuer l'action publique et en même temps pour réduire le nombre d'élus locaux. Moi-même, lorsque j'ai fait la métropole de Lyon, j'ai supprimé 26 conseillers généraux sur 55. Est-ce que ça fonctionne moins bien? Non, ça fonctionne mieux. Merci. La parole est maintenant à Monsieur Bonhomme pour répliquer. Monsieur le ministre d'État, j'ai bien écouté votre réponse. Elle me paraît dilatoire. En effet, ce n'est pas les élus locaux et particulièrement les élus communaux qui coûtent cher. Vous savez très bien qu'ils font un travail au quotidien, qui constitue un engagement civique au quotidien et heureusement qu'ils sont là pour s'occuper de leurs habitants. Mais tout cela m'inspire une réflexion. Je pense que cette mesure ne serait pas venue si peut-être le président de la République était venu au pouvoir après avoir exercé un mandat local et singulièrement un mandat communal. Parce que peut-être n'aurait-il pas fait une telle proposition. Il faut conclure. Mais il est vrai qu'il annonçait aussi vouloir créer un droit à l'erreur, ceci pouvant expliquer cela. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Jean-Yves Lecomte pour le groupe socialiste et républicain.
Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Ce sont 55 000 élèves de plus qu'il y a 6 ans qui fréquentent aujourd'hui les établissements scolaires français à l'étranger. Sur cette période, il a fallu ouvrir quelques 1800 nouvelles classes. Pourtant, aucun enseignant titulaire français de plus n'a été détaché à l'étranger. Pour la prochaine rentrée scolaire, 20% des demandes de détachement exprimées au profit de nos établissements scolaires ont reçu une réponse négative du ministère de l'Éducation nationale. Depuis 2 ans, les communautés scolaires sont déstabilisées par la menace de non-renouvellement de détachement pour des personnels ayant pourtant un statut de résident et non d'expatriés. Aujourd'hui, plusieurs établissements scolaires arrêtent des projets d'extension ou tentent de faire cesser la croissance de leurs effectifs car ils n'espèrent plus recevoir d'enseignants titulaires. Il ne s'agit pourtant pas d'un problème budgétaire puisque la croissance est totalement, malheureusement, autofinancée par les frais d'écolage. Nous devons constater que les besoins des établissements scolaires à l'étranger ne sont pas pris en compte dans la planification des académies et du calibrage des concours qu'elles organisent. Pourtant, nous n'avons pas d'autre solution pour obtenir avec certitude des enseignants titulaires. Nous avons besoin d'enseignants titulaires en France, à l'étranger aussi. Pire, ceux qui pourraient passer un concours pour le devenir et qui vivent à l'étranger doivent définitivement rompre avec leur pays de résidence. Ils sont aujourd'hui punis, dissuadés d'engager cette démarche. Cela, Monsieur le Ministre, n'est pas acceptable. Monsieur le Ministre, quelles assurances pouvez-vous donner aux résidents qui devront l'année prochaine faire une demande de renouvellement de leur détachement ? Comment pouvons-nous intégrer à la programmation des besoins de votre ministère les besoins des établissements scolaires français à l'étranger ? Comment inciter ceux qui pourraient, à l'étranger, passer un concours pour devenir titulaires à le faire sans se couper de leur famille et de leur vie? Comment, dans toutes les prochaines semaines, pouvons-nous régler les cas individuels qui subsistent à la veille de la rentrée de septembre 2017 ? Monsieur le ministre, nos établissements français à l'étranger sont essentiels à notre présence et à notre action à l'étranger. Ils sont un vecteur primordial de cet esprit de conquête que souhaite aujourd'hui incarner le président de la République. Ils sont un outil important d'enrichissement et d'échange et méritent notre mobilisation. Et nous avons besoin, Monsieur le Ministre, de la mobilisation du ministère de l'Éducation nationale. Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, pour 2 minutes maximum. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Lecomte, merci beaucoup pour cette question qui m'offre l'occasion de parler à votre suite et en cohérence complète avec votre question des lycées français à l'étranger et de l'enseignement français à l'étranger en général. Vous avez tout à fait raison, comme vous l'avez fait en conclusion, de souligner l'excellence de cet enseignement qui fait honneur à la France, avec de très nombreux candidats pour être élèves dans ces lycées, notamment au travers des lycées de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et de la mission laïque française. Cela représente une présence française dans près de 140 pays aujourd'hui. Et vous avez eu raison de souligner le développement de la demande ces dernières années et peut-être un certain immobilisme de notre part au cours des 5 dernières années aussi. Il faut maintenant arriver à un certain dynamisme en la matière et voir dans quelle mesure d'ailleurs nous pouvons nous inspirer de ce succès pour non seulement développer l'enseignement français à l'étranger, mais même s'inspirer de ce succès pour des éventuelles évolutions futures en France. Par rapport à la question précise que vous posez, je voudrais y répondre à la fois conjoncturellement et structurellement. Sur un plan conjoncturel, il est vrai qu'il y a des refus de détachement. J'ai donné des instructions pour que ces refus soient les moins nombreux possibles. D'abord, nous avons accepté tous les renouvellements de postes, tous. Ensuite, nous avons environ accepté 2/3 des demandes. Cela représente environ 414 demandes dans le premier degré, 447 dans le second degré, et nous avons donc fait à peu près 250 refus. Ces refus se concentrent dans les académies qui ont un déficit de personnel. Ce n'est pas un problème de support, c'est un problème de personnel, c'est-à-dire les académies de Créteil, de Versailles et de Guyane. Nous devons évidemment améliorer ça dans le futur. Nous l'améliorerons d'une manière structurelle, en ayant une politique de recrutement d'enseignants qui se préparent à travailler à l'étranger. Aujourd'hui, vous l'avez souligné, ceux qui sortent néo-titulaires ne sont pas affectés. Demain, ça prendra du temps, mais nous aurons une politique volontariste qui permettra de répondre à ce problème. Merci beaucoup. La parole est maintenant à Monsieur Jacques Grosperrin pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, 641 700 lycéens ont eu le baccalauréat, précieux sésame pour pouvoir rentrer à l'université. Ces résultats ont bien sûr suscité de la joie et de la fierté pour les familles ainsi que pour les lauréats. Joie et fierté qui sont vite retombées pour certains bacheliers. À ce jour, il existe une grande inquiétude des familles
pour la raison que vous connaissez, Madame la Ministre. Vous en êtes expliqué tout à l'heure. Il existe une plateforme informative, APB, qui travaille sur des algorithmes et qui a laissé 87 000 élèves, étudiants sur le carreau ou futurs étudiants. Près de 15%. Cette procédure d'admission post-bac est un échec total. Les algorithmes laissent sur la touche des élèves brillants. À Besançon, j'en veux pour preuve une étudiante qui a choisi, dans le cadre de son premier choix, vétérinaire Dijon, deuxième choix vétérinaire Besançon et troisième choix médecine. Cette étudiante a eu une mention bien au baccalauréat. Actuellement, elle n'a rien. Donc, lui conseiller quoi? De partir à l'étranger, de rentrer dans un établissement catholique qui ne travaille pas sur ce mode de formation. En tout cas, cette procédure d'admission est un scandale. Elle est unique en Europe. Je sais que vous n'êtes pas responsable. Et beaucoup d'autres, d'ailleurs, étudiants, arrêtent en fin du premier semestre. Donc, on embolise quelque part aussi ces places. Le deuxième scandale, vous n'êtes pas responsable, mais il est dû à l'ancienne ministre de l'Éducation nationale, qui ne restera pas dans nos mémoires. C'est cette circulaire publiée entre les deux tours de la présidentielle pour officialiser le recours au tirage au sort pour les filières à effectifs contraints. Deux questions. La première, quelles dispositions entendez-vous prendre dans un premier temps pour pallier à cet état d'urgence? Et la deuxième, peut-être plus intéressante, pouvez-vous nous en dire plus sur ces prérequis qui existent en Europe à ce jour? Ils existent dans tous les pays européens. Pour nous, le mot sélection n'est pas un tabou. Les présidents de l'université sont d'accord. Par contre, les syndicats étudiants sont vent debout contre cette réforme. Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de l'Innovation, Madame Vidal, pour 2 minutes maximum. Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Grosperrin, vous l'avez rappelé, 87 000 candidats qui actuellement sont toujours sur le logiciel de gestion de candidature admission post-bac, 641 700 bacheliers, 851 000 candidats inscrits sur cette plateforme, qui ne traite donc pas, comme je le rappelais tout à l'heure, uniquement les néo-bacheliers. Pour la rentrée 2017, nous sommes en train de travailler avec l'ensemble des services des universités et des services académiques, de manière à ce que, dans la procédure d'admission complémentaire, le maximum de ces candidats puissent trouver une place. Vous avez cité un exemple, il y en a des centaines d'autres, tous sont aussi injustes les uns que les autres. En quoi va consister ce contrat de réussite et comment allons-nous travailler les prérequis? Je veux être claire, je suis pour que l'ensemble des élèves titulaires du baccalauréat qui souhaitent poursuivre des études dans l'enseignement supérieur puissent le faire. J'estime que c'est un droit, ça a été rappelé, mais par contre je pense qu'il est absolument indispensable que cette poursuite dans l'enseignement supérieur soit accompagnée. D'où la notion de prérequis, d'où la notion d'attendu, d'où le fait que nous soyons en capacité d'indiquer clairement à un futur étudiant quelle est sa probabilité de réussite dans une filière en fonction de ce qu'il a fait avant. Et si malgré tout il souhaite intégrer cette filière, que nous soyons en capacité de lui proposer un accompagnement pour avoir toutes les chances d'y réussir un jour. Il ne s'agit donc pas de répondre non à l'entrée dans le supérieur à un étudiant. Il s'agit de lui dire « oui, franchement, tu as toutes tes chances pour y réussir en l'état » ou « oui, mais nous allons t'accompagner pour réussir ». Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. La dernière question est à notre collègue Aline Archimbaud. Vous avez la parole pour 2 minutes 30. Monsieur le Président, chers collègues, ma question s'adresse à Madame Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Madame la Ministre, nous avons été alertés il y a quelques jours par des associations de victimes de l'amiante sur le fait qu'une vingtaine de procédures pénales emblématiques du scandale de l'amiante se dirigeaient vers un non-lieu à la demande du parquet. La difficulté de déterminer la date exacte à laquelle les salariés ont été contaminés et intoxiqués, et donc la difficulté de savoir qui dans les entreprises était aux responsabilités à ce moment-là, justifierait ces non-lieux. Il n'y aurait donc aucun responsable. De la mort de milliers de personnes, aucun responsable. De la maladie de milliers d'autres. L'amiante est un matériau que l'on sait cancérigène, certains, depuis 1977, qui n'a été interdit en France qu'en 1997, 20 ans après. Des dizaines de milliers de salariés, artisans, sous-traitants ont été en contact avec les fibres lors de leur vie professionnelle, ils sont des milliers,
avoir développé des cancers particulièrement agressifs qui ont des caractéristiques bien spécifiques et dont on peut donc dire avec certitude qu'ils sont liés à l'amiante. Ce matériau est extrêmement dangereux car, contrairement à d'autres cancérigènes pour lesquels la dose fait le poison, une seule fibre d'amiante inhalée peut provoquer un cancer. Les experts le disent. L'intoxication peut donc débuter dès la première exposition et l'on connaît donc les dates de ces premières expositions pour tous les malades. Madame la ministre, ce revirement de situation épouvantable met en avant un véritable problème, celui de la sécurité au travail, celui de la responsabilité des entreprises vis-à-vis de leurs salariés et de leurs anciens salariés. Madame la ministre, nous les écologistes, nous nous interrogeons, que fait-on lorsqu'on a des gens qui sont malades par milliers du fait de leur exposition sur leur lieu de travail, qu'on connaît les causes de leur maladie, qu'on connaît l'enchaînement des causes qui ont conduit à ces maladies et qu'il n'y a pas de responsable. D'un point de vue simplement moral, éthique, sans s'immiscer aucunement dans la procédure judiciaire, les pouvoirs publics ne peuvent-ils pas prendre une initiative pour donner un signal positif aux victimes et à leurs soutiens qui sont accablés par cette non-réponse? Pour vous répondre, la parole est à Madame la ministre du Travail, Madame Muriel Pénicaud. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Aline Archimbaud. Tout d'abord, je voudrais excuser l'absence de ma collègue Agnès Buzyn qui est en déplacement aujourd'hui. Nous menons ce dossier ensemble, bien évidemment, puisque et la santé et le travail sont concernés. Tout d'abord, vous avez raison de dire que c'est un sujet majeur. L'année dernière, en 2016, 20 000 demandes d'indemnisation ont été adressées et sont examinées. C'est le flux à peu près équivalent des dernières années. Il est en très légère baisse après des années d'augmentation. Donc ce sont des dizaines de milliers de personnes au total qui sont concernées. C'est un sujet majeur aussi sur le plan financier pour la sécurité sociale, puisque les 2 milliards d'euros de dépenses annuelles sur ce sujet représentent plus de 17% des dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles de la sécurité sociale. Autant dire que ce sujet nous concerne tous, tant sur le plan humain que sur le plan financier. Alors évidemment, nous ne pouvons pas commenter une décision de justice, vous le comprenez. Ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas agir. Et l'action concerne les entreprises comme elle concerne l'État. En ce qui concerne les entreprises, dans le cadre du projet de loi d'habilitation pour le renforcement du dialogue social, que j'aurai l'honneur de vous présenter lundi en séance, nous avons prévu de renforcer le rôle des branches dans différents domaines et par ordonnance, le sujet de la prévention de la pénibilité et la prévention des maladies professionnelles sera dans les compétences fixées par la loi pour les négociations de branche. Deuxièmement, en ce qui concerne l'État, un plan interministériel d'action amiante a été mis en place, a été lancé pour 3 ans, le 1er janvier 2016. Bien évidemment, nous le continuerons et d'ores et déjà, mes services, en particulier la Direction générale du Trésor, est mobilisée pleinement sur ce sujet, notamment sur 5 points, et vous en avez évoqué certains. L'amélioration de la connaissance scientifique et technique. On a depuis l'interdiction encore amélioré la connaissance. Il y a aujourd'hui plus de 3 700 maladies professionnelles répertoriées concernées. Faciliter le repérage de l'amiante, car il y a encore de l'amiante. Protéger les travailleurs et l'environnement. Qualifier et former. Et contrôler et accompagner l'appropriation de la réglementation pour que tous la connaissent, salariés et employeurs. Vous pouvez compter sur l'engagement de mes services et mon engagement total sur ce sujet très important. Madame Archimbaud. Madame la ministre, je vous remercie pour votre réponse précise, concrète. J'espère que voilà pour cette séance de questions au gouvernement. On retrouve immédiatement Tam Tranui dans les tribunes de l'hémicycle. Une séance de questions d'actualité, Tam, marquée par les questions de défense nationale. Et oui, effectivement, de ces questions d'actualité, on retient surtout 2 séquences. D'abord, l'échange qu'il y a eu entre le sénateur Les Républicains Dominique de Legge et le secrétaire d'État Geneviève Darrieussecq. Dominique de Legge qui s'est demandé comment on pouvait annuler 850 millions de crédits à la défense et en même temps que cela n'impacte pas les moyens du ministère de la Défense et en même temps garantir l'exécution à l'euro près du budget. Il a utilisé sciemment cette expression en même temps, expression chérie des
d'Emmanuel Macron. Réponse de Geneviève Darrieussecq, eh bien on l'a à peine entendue tant elle a été chahutée, tant il y a eu des huées, des bons mots, des exclamations, alors qu'elle tentait d'expliquer la situation dans laquelle le gouvernement avait trouvé le pays, d'expliquer cela par le budget de départ. Il faut dire que l'argument est éculé. Eh bien, il faut dire aussi qu'elle contraste avec l'échange suivant sur la défense, l'échange entre Cédric Perrin et Édouard Philippe. Là, en revanche, eh bien, on entendait les mouches voler quand le Premier ministre s'est exprimé sur la démission du général de Villiers. Une réponse en deux parties. D'abord, une mise au point. Pour lui, eh bien, c'est bien le chef des armées qui doit avoir le dernier mot et non le chef d'état-major, c'est-à-dire que c'est bien Emmanuel Macron qui décide en matière d'armée. Et deuxième réponse enfin axée sur le budget. Le budget en 2018 sera de 34,2 milliards d'euros en hausse de 5,25%. Un effort jamais consenti jusque-là pour la défense. Merci beaucoup Tam pour ces explications. Et on retrouve tout de suite Mickaël Zamès en salle des conférences du Sénat. Mickaël, aux côtés de la secrétaire d'État à l'égalité homme-femme, Marlène Schiappa. Marlène Schiappa, bonjour. On a appris par le journal Le Monde que le budget alloué à votre ministère allait fortement baisser. On parle de 25%. Est-ce que vous pouvez nous confirmer cette information ? Non, je ne vous confirme absolument pas cette information, comme j'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois, mais la pédagogie, c'est l'art de la répétition. Donc non, pour l'instant, il n'y a pas d'arbitrage qui ait été rendu concernant les budgets. Le budget du secrétariat d'État chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes, il est en cours de construction. Donc les arbitrages ne sont pas rendus. De surcroît, on est en train d'ajouter un certain nombre de budgets provenant d'autres ministères avec le travail de l'interministérialité, ce qui est l'intérêt d'un secrétariat d'État rattaché à Matignon. Donc pour l'instant, il n'y a pas de chiffres exacts concernant la construction de ce budget. Donc vous pouvez garantir aujourd'hui sur notre antenne que les associations qui ont l'air de se plaindre d'une possible baisse du budget ne seront pas touchées, les associations notamment sur l'égalité entre les femmes et les hommes, sur les actes de harcèlement par exemple. Alors, si vous voulez, très honnêtement, je trouve que c'est assez surprenant parce que moi, toutes ces associations que j'ai eues en direct et que j'ai pu rassurer sur le fait que leurs subventions ne seraient pas touchées, me disent toutes, moi je n'ai pas de doute, mais je suis inquiète pour les autres. Et quand j'appelle les autres, elles me disent, moi je n'ai pas de doute pour moi, mais je suis inquiète pour les autres. Alors d'abord, je rends hommage à leur grande solidarité, mais ensuite, je pense que ça n'est pas sain, ça n'est pas constructif et ça ne fait pas avancer les choses pour l'égalité entre les femmes et les hommes que d'instrumentaliser ce débat et que d'essayer de jeter le doute et l'opprobre là-dessus. Bien évidemment, les subventions des associations qui luttent pour l'accueil des femmes victimes de violences sexistes et sexuelles et plus généralement qui œuvrent sur ces sujets, qui est une priorité de ma feuille de route, n'auront pas de baisse de subventions provenant du secrétariat d'État chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes. Voilà, ça méritait en tout cas une mise au point qui a été faite par la ministre en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes. Merci beaucoup d'avoir témoigné en direct. Merci. Merci Mickaël. Et pour évoquer les thèmes développés dans l'hémicycle lors de ces questions d'actualité, j'accueille sur le plateau mes invités. Cédric Perrin, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur Les Républicains du territoire de Belfort et vice-président de la Commission de la Défense du Sénat. Face à vous, François Patria, bonjour. Bonjour. Le président du groupe La République En Marche au Sénat. Cédric Perrin, je me tourne vers vous. Vous avez posé une question au Premier ministre sur la démission du chef des armées. Une démission qui a fait grand bruit. Pour vous, ça pose un vrai problème. Écoutez, oui, pour moi, ça pose un vrai problème. D'une part parce que c'est une personnalité reconnue et qui a toujours su, en quelles que soient les périodes et en toute intégrité, défendre avec beaucoup de conviction ces hommes et les budgets qui leur sont alloués. Il l'a fait en 2014, en novembre 2014, à la Commission de la Défense. Il a fait une tribune qui a été largement commentée et que j'ai soutenue d'ailleurs par une autre tribune en décembre de l'année dernière. Et il vient de le refaire avec effectivement beaucoup de persuasion également, mais devant une commission, je l'ai dit au Premier ministre, devant une commission parlementaire, à l'Assemblée nationale, alors que cette commission était à huis clos. Et ce qui me pose vraiment beaucoup de problèmes aujourd'hui, et le Premier ministre n'a pas répondu à cette question, c'est quel est le rôle qu'on va donner au Parlement si on considère qu'aujourd'hui tout haut fonctionnaire ou tout militaire qui s'exprime devant une commission parlementaire quelle qu'elle soit, et qui venait à dire une vérité qui soit dérangeante pour l'exécutif, eh bien soit sanctionné. Et moi, ça me pose un vrai problème. Et je pense que finalement de cette affaire, on ne peut ressortir qu'une seule leçon, c'est que c'est un énorme gâchis. François Patria, ça pose un problème pour le contrôle du Parlement sur le gouvernement, dit Cédric Perrin. Non, je crois que ça, c'est une question secondaire. La question essentielle, c'est s'il y a un désaccord entre le chef des armées et le chef de l'État, qui est le chef des armées lui-même, le problème se traite entre les deux personnes dans le bureau du président. Et sûrement pas dans une commission dite à huis clos, où on sait très bien, quand il y a 40 personnes dans une réunion, ce que veut dire le huis clos. Donc je pense que sur la procédure, le général savait très bien,
Et parce que je crois qu'il voulait faire passer un message à l'extérieur dans ses propos. Il l'a fait, et en cela, il déroge à une règle élémentaire que n'aurait jamais supporté le général de Gaulle. En revanche, Cédric Perrin, il y a une augmentation du budget de l'armée qui est annoncée pour l'année prochaine, le seul budget qui augmentera, a annoncé Emmanuel Macron. Écoutez, moi je suis le premier à considérer que le budget de l'armée doit être augmenté. J'étais de ceux qui considéraient que les 2% doivent être atteints, mais le plus rapidement possible. Le président Macron a fait le choix d'atteindre les 2% en 2025. Nous, on était plutôt pour un choix plus rapide. La problématique de l'obtention d'un volume de budget de défense qui soit de 2% en 2025, c'est qu'il faut qu'il y ait une trajectoire. Or, une trajectoire doit être tenue, et la trajectoire, pour être tenue, elle veut qu'en règle générale, on augmente le budget annuel de 2 milliards d'euros. Donc pour vous, c'est encore insuffisant. Quand on nous explique que le budget va augmenter, c'est une très bonne chose. Mais il faut prendre en compte le fait que les 850 millions d'euros d'OPEX qui ont été sortis qui étaient financés en interministériel vont désormais être financés par le budget de la défense, ce qui est extrêmement problématique. Donc pour vous, ça ne suffit pas. Est loin d'augmenter à la hauteur de ce qu'on veut bien nous faire croire. Je vous interromps puisqu'on retrouve Mickaël Zamès en salle des conférences. Mickaël, aux côtés du sénateur LR des Vosges, Daniel Grémillet. Oui, on va parler d'alimentation et de ces assises états généraux qui ont eu lieu toute la journée. Vous étiez présent d'ailleurs ce matin. Quel climat vous avez pu ressentir sur place avec l'ouverture par le Premier ministre notamment? Comme toute assise ou toutes les états généraux dans ma vie, c'est pas les premiers, c'est pas les derniers. C'est pas les derniers. Et effectivement, bon, l'ambiance était une bonne ambiance. Mais au-delà des mots, au-delà du geste de créer ces états généraux de l'alimentation, il y a deux éléments majeurs. Premier élément majeur, qui n'ont pas forcément eu une dimension aussi importante qu'on l'attendait. Un, il faut donner des signes à la situation de crise que vit l'agriculture française. Et deux, n'oublions pas que l'agriculture, on est dans un contexte européen et qu'aujourd'hui, une des chances de la France au niveau de son agriculture n'est plus au rendez-vous parce qu'effectivement, on a fait supporter à l'agriculture française des contraintes franco-françaises qui l'alourdissent. Et les assises de l'alimentation, les états généraux de l'alimentation, ils doivent apporter la sécurité alimentaire du citoyen français, du citoyen européen. C'est une chance, c'est une responsabilité à un moment où tous les États à travers le monde sont en train de définir des stratégies sur l'agroalimentaire. Vous le disiez, ce sont des états généraux, des assises. Très sincèrement, est-ce qu'il peut ressortir quelque chose concret pour les Français aujourd'hui de ces assises? Il y a deux aspects. Le premier aspect, lorsqu'on parle de la qualité, de la sécurité sanitaire et alimentaire en France, bon nombre de consommateurs et de pays à travers le monde souhaiteraient avoir le niveau que nous avons atteint. Par contre, effectivement, il y a un vrai malaise et ces assises dont le Premier ministre a dit donné un peu le calendrier, fin septembre pour la partie relations commerciales et à la fin de l'année pour un positionnement plus global, les conséquences seraient lourdes si effectivement, alors qu'on est en situation de crise, des réponses concrètes n'apparaissent pas. Et je dis lourde parce qu'aujourd'hui, il y a un complet déphasage avec ce que vivent les agriculteurs au quotidien. Et il y a des réponses d'urgence à apporter aujourd'hui. Merci beaucoup, Daniel Grémillet, d'avoir répondu à nos questions sur cette crise, notamment alimentaire. Merci, Mickaël. On revient aux questions de défense. François Patria, l'objectif 2% du PIB pour la défense d'ici 2025. Alors, presque envie de vous demander pourquoi avoir pris 850 millions cette année pour augmenter d'1,8 milliard l'an prochain? Parce que cette année, le gouvernement s'est engagé à ne pas augmenter les impôts. L'année prochaine non plus. Et que pour le budget, pour honorer les 850 millions en question, il fallait faire un collectif budgétaire, qui veut dire des impôts en plus. Donc tout simplement, le gouvernement tient à ses engagements, comme il tiendra ses engagements sur la durée, sur le futur budget, qui, vous l'avez rappelé, va augmenter de 5,7%, alors que le monde agricole, peut-être l'agriculture, attend aussi une hausse du budget qu'elle n'aura pas, que l'éducation nationale n'aura pas, que la santé n'aura pas. Le gouvernement fait de la défense une priorité. L'année prochaine, plus de 34 milliards. Je pense que c'est un effort. Et moi, je suis convaincu, je ne fais pas de procès d'intention au chef de l'État. Je le connais bien pour savoir qu'il tiendra ses engagements. Alors on dit plus d'argent maintenant. Plus d'argent, mais il faut faire preuve de responsabilité.
Quel argent public aujourd'hui? Avec quel argent? Le problème, c'est que vous avez beaucoup promis. Alors que la France est intoxiquée à l'argent public. Vous avez beaucoup promis pendant la campagne électorale. C'est que le discours du 18 mars du président de la République sur la défense consistait à dire qu'il allait donner tous les moyens tout de suite à la défense. Le signe qui est donné aujourd'hui de diminuer de 850 millions d'euros, plus le non-dégel des 2,7 milliards d'euros, c'est un signe qui est très très négatif pour la défense. Et j'insiste sur le fait, je suis le premier à dire qu'il faut absolument que ce budget augmente, et je serai le premier à soutenir ce budget parce que la défense est un sujet qui doit être consensuel et sur lequel nous sommes tous d'accord. Mais j'ai des craintes parce que je pense qu'en intégrant 850 millions d'euros d'OPEX dans le budget de la défense, de facto, on diminue le budget de 850 millions d'euros. Donc on ne peut pas considérer... Très bien, messieurs. Je vous interromps puisqu'on retrouve une nouvelle fois Mickaël Zamès en salle des conférences du Sénat. Mickaël, vous êtes avec Dominique Bailly, sénateur socialiste du Nord. Voilà, 2 petites minutes pour poser une question essentielle sur cette fameuse taxe d'habitation dont on parle très souvent. Vous voulez la suppression pour 100% des foyers. Et ce matin, le ministre Jacques Mézard, en charge de la cohésion des territoires, nous disait sur notre plateau, pourquoi pas d'ici la fin du quinquennat. Vous dites chiche à ce gouvernement? Oui, je dis chiche parce qu'effectivement, la taxe d'habitation est l'impôt injuste. Tout le monde le dit. Et donc, il faut avoir la volonté politique, pourquoi j'ai questionné le gouvernement, de véritablement réformer cette fiscalité locale. Et le débat, la question essentielle, c'est l'autonomie financière et pas l'autonomie fiscale. C'est là où il faut avancer politiquement. C'est permettre aux collectivités locales d'avoir des garanties de recettes dynamiques et pérennes. Il faut tout mettre sur la table. On voit bien qu'aujourd'hui, les valeurs locatives qui datent de 1970 n'ont plus aucun intérêt. Et donc, il faut réformer tout cela. Et rapidement. Et on peut le faire. Vous appelez donc, Dominique Bailly, en 30 secondes, à une forme de révolution fiscale? Voilà, vous voyez, au Sénat, il y a même des révolutionnaires. Il faut c'est vraiment essentiel pour la vie quotidienne de nos concitoyens et sur l'équité des territoires et la justice fiscale et sociale. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions sur cette question importante de la taxe d'habitation. Merci Mickaël. Et justement, sur cette question de la taxe d'habitation, François Patriat, un impôt injuste, dit le gouvernement. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas complètement la supprimer au lieu de dispenser 80% des ménages? Là encore, c'est faire preuve de responsabilité. C'est passer de 9 milliards à 20 milliards. Il faut savoir ce que le gouvernement aujourd'hui peut compenser dans cette suppression de la taxe d'habitation. C'est un engagement qui a été pris par le chef de l'État. C'est un impôt injuste qui taxe plus les gens des banlieues que les gens des centres-villes et des centres-villes pour sauvegarder aujourd'hui. Donc c'est un effort que fait le gouvernement pour donner du pouvoir d'achat aux ménages dans le même temps où ils demandent par ailleurs des efforts dans d'autres domaines. Alors je sais bien que les élus locaux, j'ai été maire, j'étais président de région, je sais ce que ça veut dire par ailleurs que la baisse il n'y a pas d'autonomie fiscale en France, il y a une autonomie budgétaire. Et les maires pourront toujours, s'ils le veulent, souhaiter augmenter cette taxe d'habitation. Ce sera leur responsabilité. Cédric Perrin, sur cette taxe d'habitation, moyen de financement essentiel pour les communes? Moi je suis maire également. Je considère que je fais aucun procès d'intention à qui que ce soit, mais on sait très bien comment fonctionne le système des compensations. Un dégrèvement, a précisé Gérald Darmanin. Oui, enfin, les compensations, c'est quand même l'État qui les donne. Aujourd'hui, les collectivités locales, la plupart d'entre elles sont exsangues. C'est-à-dire que les baisses de dotation de ces dernières années leur ont donné des budgets de fonctionnement qui sont à l'équilibre, mais à l'euro près. Si la compensation n'est pas intégrale, les collectivités locales qui se verront supprimer une partie de la taxe d'habitation seront obligatoirement sous tutelle des préfectures et des chambres régionales des comptes. Et ça va arriver à grand renfort de communication et de presse, parce qu'évidemment, ce seront les maires qui seront responsables. Aujourd'hui, je crois qu'il faut avoir un discours responsable. Il faut être vigilant. Je pense qu'en priori, on est parti sur cette suppression de la taxe d'habitation. Alors c'est très populaire évidemment, mais les maires, c'est ce grâce à quoi nous arrivons à faire tourner nos écoles, nos services publics, et donc il faut être extrêmement vigilant. Les compensations, moi, nous savons tous très bien, et mon voisin d'en face a été élu local pendant très longtemps, il sait très bien comment fonctionnent les compensations. François Patriat, sur l'enveloppe globale, en plus de la taxe d'habitation, c'est 13 milliards d'euros sur le quinquennat d'efforts qu'on demande aux collectivités locales. Il y a encore de quoi gratter sur les collectivités locales? Mais je crois qu'il faut à la fois faire preuve de responsabilité et pas de procès d'intention. Responsabilité, c'est de dire la France ne peut pas poursuivre éternellement l'intoxication à la dépense publique et à la hausse des prélèvements obligatoires. Dans le même temps, les collectivités disent aujourd'hui, nous ne participons pas au déficit public. Si, elles y participent au moins pour 10 ou 15%. Mais si elles n'y participent pas tant, c'est parce que les dotations de l'État sont élevées. Que si elles devaient prendre sur leurs propres ressources ce qu'elles doivent faire aujourd'hui, elles ne seraient pas dans cet état, honnêtement, aujourd'hui. Non, ne vous avez pas interrompu, ne me refaites pas le coup une deuxième fois. Donc, je vous signale quand même que dans ce domaine, l'État, avec M. Macron, aujourd'hui, président de la République, fait les choses différemment. Il ne prend pas de dotation aux collectivités, il leur dit je vous donne des pistes
pour faire des économies. Et j'ai remarqué qu'aujourd'hui, dans vos questions, j'apprécie et je respecte vos questions, à aucun moment il a été fait allusion aux libertés que donne l'État aux communes. La suppression des doublons, la suppression des normes, aujourd'hui la liberté pour les rythmes scolaires, voilà. Un certain nombre de mesures. Des économies contre de la liberté. On a bien compris votre argument, François Patriat. On ne prélève pas aujourd'hui. Merci messieurs, malheureusement c'est déjà la fin de ce débat. Merci d'avoir commenté ces sujets d'actualité. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur les chaînes parlementaires.